Renaud Muselier, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, le président de la région sud, la région du soleil, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Du soleil peut-être un peu trop d'ailleurs, la canicule, la sécheresse, on va en parler. Vous vous rendez la semaine prochaine avec une délégation importante en Israël. Voyage à dimension économique essentiellement, qu'en attendez-vous ? Disons que Israël est reconnu pour ses compétences en ce qui concerne le traitement des eaux. Et ça, c'est votre souci en ce moment ? Disons que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a toujours souffert de l'absence de l'eau. Mais nos aînés ont fait des infrastructures très importantes. Le lac de Serponçon, à l'époque les Romains avec les canalisations, mais aussi la Société du Canal de Provence avec le palais Longchamp qui amène l'eau, qui a canalisé la Durance. On gérait la rareté. On gérait la rareté et on constate qu'on est plus nombreux, qu'il fait toujours aussi chaud, voire plus chaud, et qu'il est important de trouver de nouvelles solutions. On constate que, par exemple, pour les eaux usées, au niveau espagnol, c'est 20 ou 30% des eaux usées qui sont récupérées, ce qui veut dire que la législation européenne le permet, et que les Israéliens, c'est 98%. Et nous, chez vous ? C'est 1%. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui manque ? Parce que culturellement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc bon, comme culturellement ça se fait pas, je prends ce dossier en charge. En tant que président de région, j'amène les entreprises, qu'elles soient start-up, qu'elles soient dimension mondiale comme Suez, Veolia, ou que ce soit la Société du Canal de Provence qui est l'opérateur sur l'ensemble de la région, pour voir comment on traite le goutte à goutte, comment on organise la distribution de l'eau, comment on récupère les eaux usées, comment ces eaux usées sont remises dans le circuit par rapport à l'agriculture, par rapport au fonctionnement quotidien. Et là, c'est une source d'innovation et de technicité que je souhaite pouvoir se réapproprier en France et bien sûr dans la région. Vous avez les compétences en termes d'entreprise dans la région ? On a, non seulement on a des compétences, essentiellement, alors bien sûr il y a les compétences des grandes entreprises françaises, oui, bien sûr, mais on a la Société du Canal de Provence qui quand même, on investit 800 millions d'euros pour irriguer la totalité du Var, des Bouches-du-Rhône, et on va mettre 600 millions d'euros supplémentaires pour le Vaucluse, donc c'est quand même un savoir-faire qui est très fort, mais parce qu'il gère Serponçon, il a le lac de Sainte-Croix, on a des réservoirs d'eau qui ont été faits en son temps. Parallèlement à ça, on a des start-up qui font un certain nombre de choses, comment transformer l'hydrogène en eau, etc. Et donc là, il y a un certain nombre de savoir-faire, et on a toutes les sociétés de nos métropoles ou nos territoires, nos communautés d'agglo, qui sont souvent en régie et qui traitent leurs stations de déchets. Parce qu'on a partout des stations de déchets. Et donc dans ces stations de déchets, on traite l'eau, et qu'est-ce qu'on en fait ? On la rejette. On la rejette vraisemblablement la plupart du temps dans le ruisseau du coin. Et donc là, c'est quand même perdu. Donc il y a tout un volet aussi pour récupération d'eau, pour inviter les particuliers à récupérer l'eau de pluie, dans des réservoirs, etc., pour leur usage personnel, et parallèlement à ça, récupérer l'eau traitée, de façon à ce que ce ne soit pas relâché dans la nature tranquille. Il faudra mettre beaucoup d'argent pour passer à ce système de récupération, ce système moderne ? Oui, il y a des moyens financiers qui doivent être en place, mais il y a plusieurs niveaux. Il y a les très grosses infrastructures. Dans ces grosses infrastructures, ça fait des moyens financiers. Enfin, on a déjà débloqué plus de 600 millions d'euros quand même. Mais il y a aussi l'usage. Donc il faut éviter la guerre des usages. Comme par exemple, on parle du traitement de la Durance avec le lac de Serponçon, où le président de la République est venu pour voir comment c'était traité. Annoncer son plan de l'eau. Et je veux dire que très honnêtement, je pense qu'il a fait un peu un copier-coller du nôtre, tel qu'on l'a appliqué. On voit bien que par exemple les départements Haut-Alpins ou Alpes de Haute-Provence ne veulent pas qu'on leur pique l'eau, alors qu'il a été qui amène pour les vergers en aval, pour Marseille, bien sûr en bas. Et donc cette guerre des usages doit être évitée. Pour ça, il faut que tout le monde se parle. Il y a des agences de l'eau, il y a des agences métropolitaines. Et donc, je mets tout le monde autour de la table, de façon à ce que on puisse, le 7 juin, annoncer à Marseille le grand plan eau sur l'ensemble de la région, qui serait de façon différente entre les Hautes-Alpes et le Var ou les Bouches-du-Rhône. La région a toujours été habituée, vous le disiez, depuis l'Antiquité, à gérer cette rareté. Mais est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus inquiet ? La crise climatique fait que ça va être vraiment de pire en pire ? Non, vous savez, moi, je suis pas de naturel inquiet. Moi, je suis médecin, je fais un diagnostic, je fais le traitement. Souvenez-vous quand même, Marcel Pagnol qui écrivait Manon des Sources. C'était qu'à Aubagne, à côté de Marseille, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Pourtant, il y a de l'eau partout maintenant. Donc, oui, il y a un risque. Oui, il y a un réchauffement climatique. En aucun cas, pas de déni. Mais il y a des solutions à tout. Et les solutions, elles sont techniques, intellectuelles, philosophiques
et bien sûr industriel. Et dans ce savoir-faire, les Israéliens sont les champions. Dans la mesure où on doit chercher des solutions, on va chez les champions, et puis on travaille avec eux, voire on leur pique leurs idées, on les applique chez nous. Alors il y a une chose que font les champions, mais que vous ferez peut-être pas, c'est prendre l'eau de mer pour en faire de l'eau douce. Ça, c'est l'étape suivante ? Il faut y réfléchir. Je suis très prudent parce que on voit bien, par exemple, dans les Émirats, au Qatar, qu'ils arrivent à avoir de l'eau partout. Donc eux, ils pompent l'eau de mer, mais je n'arrive pas à bien savoir, et pour l'instant, j'ai pas confirmation dans les études, ça traite l'eau de mer, mais ça rejette du bromure. Et donc là-dedans, et la saumure, qu'est-ce que ça devient ? Est-ce que ça abîme nos posidonies ? Eux, ils ont des fonds marins qui sont un peu différents des nôtres, donc je suis prudent. En attendant, essayons de recanaliser l'eau que nous avons, avant de changer l'eau de mer en eau douce avec une grosse usine de désalinisation. La sécheresse, la chaleur, c'est aussi le risque d'incendie. L'État fait ce qu'il faut pour aider les départements, toute la région, à lutter. Nous, très honnêtement, on a mis en place avec les différents départements, avec les SDIS, ce que j'ai appelé le plan Guerre du Feu, où nous avons investi beaucoup de moyens financiers qui passent par plusieurs étapes. D'abord, faire en sorte que les forêts soient travaillées, hein. Voilà. Quand elles sont pas travaillées, dès que ça part, ça flambe. Et donc, il faut absolument débroussailler. Parallèlement à ça, on a les DFCI, c'est-à-dire les routes d'accès, les pompiers ont des nouveaux camions, on a mis des drones, des surveillances. Globalement, dès que ça part, moins de 300... C'est en amont que se gagne la bataille. Tout de suite, on l'arrête. Donc globalement, on l'arrête très vite. Et on est un peu exemplaire aussi en la matière, parce qu'on a tellement souffert, on a tellement été dévasté, qu'aujourd'hui, on est immédiatement opérationnel. Et dans le plan qui a été le plan national, c'est que des gens des Bouches-du-Rhône ou du Var, qui sont essentiellement les pilotes des sapeurs-pompiers français, et qui se mettent à disposition des autres territoires. Quand on voit le grand feu qui a eu lieu dans l'Ouest, le grand feu, il est dans l'Ouest, dans les Landes, parce que de toute façon, ils ne travaillent pas leur forêt. Hein. Donc à partir du moment où vous mettez une allumette, c'est comme dans une boîte d'allumettes, ça s'étend. Face au manque d'eau, vous êtes favorable aux mesures un peu coercitives, c'est-à-dire on ne construit plus de piscines, on interdit la vente des piscines hors sol, on interdit le remplissage des piscines. Moi, j'aime pas dire non. Donc moi, ça me plaît pas la coercition. Par contre, j'aime la démocratie. Vous avez un maire, c'est les maires qui le font. Si vous avez un maire qui estime que ça nuit à son village, il prend sa décision, libre à lui, il est souverain. Donc moi, j'aime pas tellement interdire. J'aime bien trouver des solutions. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes, et à tout problème, il y a une solution. Le plus facile, c'est de dire non. Et dire non, faites pas. Jamais, c'est interdit. Moi, j'aime pas ça. Moi, je préfère trouver une solution et la monter ensemble avec les différents acteurs. En Israël, vous allez traverser un pays aussi qui a été visé par des centaines de roquettes ces dernières semaines, dans une certaine indifférence internationale. Oui, mais vous savez, là, on est tous pris par l'Ukraine. C'est ça qui obscurcit un peu, qui fait qu'on relativise trop. Ça obscurcit pas, mais la guerre israélo-palestinienne, enfin là, en l'occurrence, c'est sur la bande de Gaza, etc. C'est une vieille histoire. Qui a été globalement toujours très bien traité par les Israéliens, même s'il y a un débat permanent. On a à la frontière le débat avec les Iraniens sur le problème nucléaire. Mais c'est des conflits anciens qu'on a quelque part l'habitude, qu'on surveille entre guillemets, de gérer ou de surveiller. À aucun moment vous vous êtes dit on n'y va pas, j'emmène pas ma délégation, j'ai peur. Je rentre d'Ukraine. Je suis allé en Ukraine, vous savez, je suis passé par la Moldavie, vous savez que j'étais aux affaires étrangères, on m'a tiré dessus, moi globalement, vous en avez vu d'autres. J'ai rarement peur, et puis j'ai beaucoup d'estime pour Israël. Israël, c'est un beau pays, c'est une belle démocratie, ils défendent leur territoire, je le respecte, et je suis heureux d'y aller même, voilà. Mais j'irai 10 jours plus tard, aussi en Arménie, parce que je suis plus inquiet sur l'avenir de l'Arménie, parce que eux, alors, ils sont carrément oubliés. Et Israël est proche de l'Azerbaïdjan, hein, notamment pour surveiller l'Iran. Oui, mais Israël, il a cette puissance économique, intellectuelle, financière, militaire que n'a pas l'Arménie. Voilà. Et ils ont un soutien, les Israéliens, par leur diaspora et par la diplomatie internationale que n'arrivent pas à avoir les Arméniens. L'Arménie est orpheline, plus orpheline. Est abandonnée. Il y a eu, depuis 10 jours, l'offensive du président de la République sur la réindustrialisation. Choose France, le sommet a marqué les esprits cette semaine. Vous avez votre part d'investisseurs étrangers qui viennent dans le Sud ? Oui, nous, on est la 3e région de France en termes d'investissement extérieur. On vient d'avoir une méga entreprise qui s'appelle Carbone pour les panneaux solaires. Ça a 3000 emplois derrière à la clé. On en a de beaux résultats aussi. L'avenir est rose pour vous, là, de ce côté-là. Non, l'avenir est jamais rose. Moi, je suis plutôt un bleu, en plus, vous savez. Donc, mais je veux dire,
On m'a expliqué qu'on allait tous mourir du Covid, tout est reparti. On m'explique que tout est un désastre dans ce pays, tout le monde manifeste. Ok, mais j'ai jamais eu une aussi belle saison d'été comme d'hiver sur le plan touristique. Donc il y a des gens qui souffrent, incontestablement. Il y a des difficultés, c'est incontestable. Enfin, mes bars, mes cafés, mes hôtels, mes restaurants, mes campings, mais tout est plein. Donc il y a quand même aussi un soif de vie. Et cette soif de vie, je pense que c'est au lendemain du Covid. Tout le monde a besoin de vivre et de respirer. Et tout n'est pas si noir. Le président de la République a promis une nouvelle décentralisation. Il l'a dit dans l'opinion au début de la semaine. Vous attendez quoi, vous, d'une nouvelle décentralisation ? Moi, vous savez, je soutiens le président de la République. Je suis un mec de droite, je soutiens le président de la République. Mais gouvernement après gouvernement, on m'a toujours parlé de la décentralisation. Donc, je l'attends avec une bienveillante attention. Mais aussi, j'ai beaucoup de choses à proposer pour qu'il y ait une vraie décentralisation. Moi, je pense que globalement, vous savez que je suis un pro-européen, j'aime mon pays. Mais je crois que le dernier kilomètre dans toutes les lois qui sont appliquées, soit dans le cas des directives européennes, soit dans les lois françaises, sont faites, le dernier kilomètre, c'est nous. Tant que vous ne travaillez pas avec nous, laissez-nous faire, ça marche. Hein. Oui. Emmanuel Macron, en revanche, a fait son deuil d'une coalition LR-Macronie pour diriger le pays. Il veut faire maintenant du texte par texte. Vous le regrettez ? Énormément. Mais je vais peut-être un peu le nuancer aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'Assemblée, il y a le Sénat. Ouais. La réalité, c'est qu'au Sénat, les LR fonctionnent. Et on l'a vu dans le texte sur la retraite. C'est-à-dire qu'ils ont été cohérents avec eux-mêmes. Et donc le LR, en tant que famille politique sous l'autorité de M. Larcher ou de M. Retailleau, avec leurs différences, fonctionne au Sénat. Les LR à l'Assemblée, c'est que des auto-entrepreneurs. Donc ça peut pas marcher, quoi. Donc je le regrette parce que je crois qu'il faut additionner. Et je me souviens très bien du mode de fonctionnement quand j'étais député européen ou des parlements européens. On était tous là-dedans, des mecs de droite, des mecs du Nord, des mecs du Sud, mais on trouvait des solutions après de longs débats. Et c'est pas pour ça qu'on perdait notre identité. Et à Marseille, vous allez réussir cet agrégat LR, centriste, macroniste ? J'ai réussi à le faire dans le cas des régionales, puisque finalement, hors extrême, je suis passé des Verts aux socialistes, à la droite un peu dur. Et ils sont tous avec moi, et c'est comme ça qu'on a gagné la région, et c'est comme ça qu'on a rejeté le front. On a eu 2 cantonales partielles dans le Var, avec 17% de participation dans 2 territoires où il y a des députés Rassemblement National, on a quand même gagné avec notre mode de coalition. Donc moi je pense que si on additionne les gens raisonnables, aujourd'hui il y a 3 très grosses formations politiques. Bon, la Macronie un peu élargie, l'extrême droite avec Zemmour qui traîne par là, et la NUPES sous l'autorité de LFI. Les gens raisonnables, ils se retrouvent quelque part dans ce centre droit, centre gauche. Faudra trouver quelqu'un quand même pour faire l'union. Alors je l'ai fait à Marseille. On a déjà à Marseille, on a fait cette semaine une première réunion avec la totalité des élus au conseil municipal, du département, de la région et de la métropole, où on était 67, c'est la première fois qu'ils se parlaient tous entre eux. Et au niveau national, donc avant l'incarnation, qui est nécessaire, il faut la méthodologie. Dans la méthodologie, sans pour autant qu'il y ait un programme, sans pour autant qu'on fasse des listes, il y a un mode de pensée, non aux extrêmes, et on avance avec ça. Eh bien, Renaud Muselier, bon voyage en Israël, puis vous nous raconterez au retour ce que vous avez vu. Avec grand plaisir. Merci pour votre invitation. Bonne journée. Bonne journée.